On vous a proposé 10 numéros pendant le printemps. On a dégusté l'épisode spécial Eddy Merckx enregistré pour ses 80 ans et on compte bien prendre notre pied durant cette émission consacrée au Tour de France. Une émission qui débute maintenant avec autour de la table des journalistes, des chroniqueurs, des consultants mollets déjà bien saillants à l'approche du grand départ lillois. Gérard Bullens, Rodrigo Benkens, Jérôme Elguers, Cameron Van Den Broek. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour. Merci. On connaît nos classiques et on a envie de connaître le Tour de France 2025. C'est parti avec d'abord un rapide coup d'œil sur ce qui attend les 175 coureurs engagés sur cette 112e grande boucle. 21 étapes, 7 en plaine, 6 en moyenne montagne, 6 en haute montagne avec 5 arrivées au sommet, plus 2 chronos individuels et le premier arrivera assez vite à Caen dès le 5e jour de course. Un itinéraire 100% hexagonal, ce qui n'était plus arrivé depuis 2020. Et encore, cette année-là, c'est le Covid qui avait obligé les organisateurs à s'adapter. Tous les détails du parcours sont évidemment en ligne sur notre site internet www.rtbf.be/sport. Pour débuter, petit tour de table. On dit souvent que les organisateurs proposent et que les coureurs disposent. On va commencer par Cameron. Cameron, avec un tel menu, il y a de quoi faire en tout cas. Tiens, moi, je veux dire que je suis ravie de vous retrouver. D'abord, commençons par là. On va commencer par là. On vous a manqué. Oui. Mais c'est pareil. Je suis vraiment contente c'est vice-versa. de vous retrouver et de pouvoir de nouveau parler du vélo. Donc, voilà. Et donc ce parcours et du Tour de France, oui. Oui, comme vous le dites, un parcours pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, pour tout type de coureur. Un Tour de France fidèle à lui-même, à son image, et ça promet du beau spectacle. Jérôme, content de nous retrouver ? Oui, content aussi. On était ensemble à Binche au championnat de Belgique, c'était il n'y a pas si longtemps. Par rapport au parcours du Tour, on est dans la lignée de ce que Gouvenou dit depuis plusieurs années, qu'il veut dynamiter un petit peu le Tour de France, éviter les étapes un peu ennuyeuses, entre guillemets. Et on voit avec des arrivées comme à Boulogne, à Rouen, à Vire, à Laval aussi, à Toulouse, à Pontarlier, il va y avoir énormément d'arrivées en bosse avec des faux plats montants. Donc finalement, je pense que dans ce parcours, les plus déçus sont peut-être les purs sprinteurs qui auront peu d'occasions. Et on aura l'occasion d'en reparler évidemment avec cette première étape, a priori réservée aux sprinteurs du côté de Lille. Rodrigo Benkens. Alors c'est un tour qui me plaît beaucoup, la manière dont il est dessiné. La fin du tour sera très très dure. Là, ce sera de la haute montagne. Mais avant cela, on va avoir, et ça c'est inédit ces dernières années, 10 jours consécutifs avant la première journée de repos. Et sur ces 10 jours, le 10e jour, ce sera la première étape de montagne. Donc on va avoir 9 jours, avec, comme vous l'avez dit, un chrono et moitié sprinter, moitié puncher. Il y a des possibilités pour tous les profils, y compris pour les hommes du général. Donc moi j'attends beaucoup des 9 premiers jours. Je pense que le Tour j'espère qu'il va en partie se jouer dans ces 9 premiers jours, parce qu'après, ça pourrait être trop tard. Je ne veux pas anticiper. Et se rendre compte aussi de la chance qu'on a. On a un coureur belge qui vise le podium, ouvertement. L'année dernière, on l'espérait. Maintenant, c'est ouvertement. Souvenez-vous de la dernière fois qu'on disait ça. Et 21 étapes, aucune des 21 étapes, on ne peut dire aujourd'hui, aucun Belge n'a une chance de la gagner. Je ne dis pas que les Belges vont gagner 21 étapes, évidemment. Mais c'est quand même extraordinaire. On a tous les profils pour faire quelque chose. Et on tentera évidemment de citer la plupart des Belges concernés durant cet enregistrement. Gérard Bullens. Moi, je veux voir si tout le monde sera encore là après les 3 premiers jours. Parce qu'on est proche de la Belgique, parce qu'il y aura donc énormément de monde sur la route et énormément de tension déjà le premier jour pour prendre ce maillot jaune. Ça va jouer au sprint sans doute. Et à partir de ce moment-là, je crains qu'il y ait pas mal de chutes et je constate que ce sont toujours les mêmes qui tombent. Donc soyons quand même très très prudents dans tout cela et espérons effectivement qu'on passe cette période sans encombre, parce que effectivement, à partir de quand on pourrait avoir un maillot jaune belge, ce qui est déjà important. On pourrait l'avoir aussi le premier jour par un de nos sprinters, mais pour ça, effectivement, il ne faut pas chuter.
Vous me tendez la perche donc pour aborder cette première étape et ce premier maillot jaune qui sera a priori, sauf grande surprise, décerné à un sprinter. Et la dernière fois, c'était en 2020 à Nice avec Alexander Kristoff. Énormément de sprinters, évidemment, vu les circonstances au départ de ce tour. Tim Merlier, évidemment. Jasper Philipsen, qui sera emmené par Van Der Poel et Grooves, notamment, c'est pas mal. Meus, encore côté belge. Et puis Milan, Groenewegen, De Ligt, même s'il y a un petit point d'interrogation sur son état réel. Ackermann, Germay, Demar, Bittner, Boos, Boll, Dainese, etc. Du très beau monde. Et ça va jouer des coudes dès le premier jour. Bah oui, surtout, déjà en général, la première étape d'un Tour de France, c'est tout le temps un peu plus chaotique parce que tout le monde est... Il y a l'engouement, tout le monde est extra motivé. Le Tour de France, ça reste la plus grande course du monde. Tout le monde connaît le Tour de France, le public, c'est tout le temps plus chaotique. Et en plus, ça arrive au sprint, dans les rues de Lille. Donc oui, il faudra beaucoup de chance les coureurs vont devoir avoir beaucoup de chance et après oui, ça reste un sprint, faut être bien placé. Même les gars du général pensent encore tous qu'ils ont leur chance. Ne pas perdre du temps ce jour-là. Voilà, puis les punchers pensent peut-être déjà à l'étape du lendemain pour reprendre le maillot jaune, en tout cas sur un sprinter. Donc oui, ça promet. Rodrigo, vous évoquiez le nombre d'étapes belges, le nombre d'étapes potentiellement gagnables par des Belges. Sur cette première étape, j'ai cité Merlier, Philipsen, Meus, là on a 3 terribles sprinters. Je rajoute Arnaud De Ligt. On pourrait rajouter Van Aert, même si je ne suis pas convaincu du tout qu'il ira jouer et se mêler à tout cela sur la première étape. Mais oui, on a quelques chances d'avoir un Belge en jaune dès le premier jour. Oui, et il fut un temps pas si éloigné où les seuls coureurs belges dont on parlait lorsqu'il y avait les arrivées massives, et on avait encore davantage à l'époque, c'était des poissons pilotes. Et puis quand est arrivé Van Aert, on s'est dit génial. On revit, merci Wout van Aert. Et puis Tim est arrivé, il faut oublier qu'il a gagné le premier sprint qu'il a disputé dans chacun des grands tours auxquels il a participé jusqu'ici. Ce n'est qu'une stat, mais c'est quand même intéressant. C'est tard de toujours tomber. Je vous interromps parce que la statistique est vraiment intéressante. Il a fait ça sur les grands tours, mais il a fait ça aussi cette année sur le Tour de Belgique. Premier sprint victoire, sur Paris-Nice, sur l'Alula-Tour et les autres saisons, il l'a fait au Tour de Pologne, au Tour UAE, au Tour d'Oman et au Tour du Benelux. C'est énorme. D'accord. Maintenant, ici, on parle d'une autre opposition. Vous l'avez dit, à l'exception probablement de Kooi et de Pedersen, qui est plus qu'un sprinter, qui est plus dans le style Van Aert. Tous les meilleurs sont là. Et avec tous au moins un super poisson pilote, voire tout un train, comme c'est le cas de Milan, de Meus, de Philipsen, qui vont avoir un collectif. Et là, regardez un peu comment les équipes ont été construites. Les leaders ont tous des armoires à glace. Ça veut dire qu'on a peur, en effet. On veut essayer d'éviter les chutes au début. Affini, il va se mettre devant Vingegaard. Eenkorn, son but, il est là pratiquement pour ça au début, c'est faire en sorte de frotter pour que Remco Evenepoel soit derrière lui. On fait la même chose avec Polit et Pogačar. Et prenez même chacun qui vise un top 10. Skelmos, il va aussi avoir des gars comme Stuyven ou comme Skuins ou comme Simons qui vont arriver, des armoires à glace. On a vraiment construit ça pour essayer d'éviter les chutes. Mais comme le dit Gérard, ça va être tellement nerveux. On a eu des années, un prologue pour commencer. Ici, le gars qui gagne, il est maillot jaune. Il est maillot vert. Et peut-être maillot blanc s'il est jeune. Gérard, vous avez dirigé des coureurs, des sprinteurs. On pense notamment à Tom Stales qui a roulé quelques années chez vous. On évoquait avec Rodrigo ces statistiques intéressantes concernant Tim Merlier. Parce qu'il y a une gestion quand même particulière quand c'est une première étape avec au bout de cette première étape un potentiel maillot jaune. En termes de stress, de gestion, on sait que ça passe ou ça casse. On a une chance et si ça passe pas, ce maillot jaune, on le reportera peut-être jamais dans sa carrière. Il faut pouvoir mentalement gérer. Et a priori, Merlier fait bien ça. Je pense que oui. Si c'est un sprint régulier, le résultat c'est 1 Merlier, 2 Milan, 3 Philipsen, et on ne parle pas d'un Boll par exemple qu'on n'a pas cité, mais qui peut être là aussi dans la 4e, 5e place. Si c'est un sprint régulier, encore faut-il que ce soit un sprint régulier et que dans un sprint, on le sait. Moi j'étais à Armentières, j'ai relevé Fontanelli. C'était un sprint avec Nelissen, Jalabert, Fontanelli, tous les trois, les 4 fers en l'air, avec de grosses conséquences pour Fabio
chez nous. Et donc, oui, tout peut se passer dans un sprint. Moi, mon espoir, vraiment, c'est d'avoir un sprint régulier que à 3 km de l'arrivée, dans une certaine mesure, les favoris se relèvent pour éviter cela, les favoris du Tour, et qu'on ait un beau sprint régulier. Et si le sprint régulier, celui qui est le plus sprinter, classe et régulier, on le voit, qui sprint tout droit, c'est Tim Merlier. J'en profite, n'oubliez pas qu'il y a une équipe en plus que prévu. Oui. Aussi. Donc 8 coureurs en plus. Oui. Moi, je prône, je sais qu'on ne va pas changer les règles maintenant, les règlements sont déjà établis. Moi, pour une étape comme celle de Lille, vous dites à 10 km de l'arrivée, tout le monde dans le même temps. Il y aura peut-être un changement non, mais à un moment donné, quand on veut jouer sur la sécurité, parce que s'il y a des chutes, c'est soit des débiles, excusez-moi, c'est un mot que je prononce rarement, comme Riesebeek, mais qui ne sera pas autour, voilà déjà une bonne nouvelle quand même pour une partie du peloton, soit c'est dû à des gars qui ne sont pas habitués à frotter et qui y vont pour être dans cette règle de 3 km et on se relève. Et ce sont tous des gars qui n'ont pas les réflexes des sprinters et des possibilités. Le vrai danger pour les Merlier, Philipsen, Milan, Meus, ce sont ces coureurs-là. Il n'y a plus beaucoup d'Abdou Japarov dans le peloton. Hein. Non, et ces coureurs-là aussi qui sont dangereux pour les leaders du général. Donc je trouve qu'ici, dans ce cas de figure-là, à partir du moment où, allant à l'encontre des règles de sécurité, mais pour d'autres arguments, l'organisation décide de mettre une équipe supplémentaire, eh bien dites qu'à partir de 10 km de l'arrivée, c'est fini. Et au moins, on a quand même je ne sais pas ce que vous en pensez, Gérard, on aura beaucoup moins de chances, de malchance d'avoir des chutes. Sans doute une bonne mesure, mais compliquée à appliquer s'il y a encore un petit groupe devant à 10 km de l'arrivée. C'est vrai. Deux petites réflexions par rapport à ce début pour Sprinter. Moi, j'ai été étonné de voir l'équipe qui entourait Jordi Meus, puisqu'on a un bloc plutôt montagne avec Roglic, Vlasov et Lipovic, mais le reste du bloc peut bien emmener. On lui fait enfin Meus, confiance. Donc, on l'a jamais fait confiance. Justement, c'est assez impressionnant de voir les coureurs qu'il a autour de lui. Et alors, quand même, se remémorer le passé récent. En 2020, non, c'est pas en 2026, c'était en 2020. Christophe prend le maillot jaune dans des situations quand même un peu particulières, mais c'était un peu une demi-surprise de voir Christophe prendre le maillot jaune. L'autre sprinter en jaune récemment, c'est Mike Tennyson en 2019 à Bruxelles, et personne ne l'avait vu venir non plus. Donc parce que Groenewegen tombe, et lui n'était pas du tout le sprinter, il s'est retrouvé devant. Mais donc les deux derniers sprinters maillot jaune sont des surprises ou des demi-surprises. Donc voilà. N'était pas en tout cas à ce moment-là les sprinters au top. Non, peut-être qu'on en aura une à Lille du coup. Mais ce serait quand même bien que ce soit pas trop une surprise et qu'on ait un Philipsen, un Merlier ou un Meus en jaune. Alors, on aborde le classement général et il y a beaucoup de choses à dire évidemment avec la domination en ce début de saison d'un Pogačar et cette question, naïve ou pas, mais est-ce qu'il est l'unique favori de ce Tour de France? Il peut en tout cas entrer un peu plus dans l'histoire en cas de victoire, puisqu'il rejoindrait Christopher Froome avec 4 succès. Il reviendrait à un petit succès du trio Anquetil, Merckx, Bernard Hinault, évidemment. Est-ce qu'il est l'unique grand favori, Gérard? Pour moi, non, parce que c'est une épreuve de 3 semaines sur laquelle il peut se passer énormément de choses. On a vu les derniers temps qu'il y avait pas mal de coureurs qui avaient des gastro-entérites, ça peut lui arriver aussi. Et à partir de ce moment-là, un petit souci mécanique peut être important aussi à un certain moment. Donc dire qu'il part gagnant et favori, non. Parce que je me demande si déjà au Dauphiné, il dit qu'il n'était pas encore à 100%, mais il y a beaucoup d'intox dans ce qui est déclaré. Est-ce qu'il ne va pas être Est-ce qu'il n'était pas en forme trop tôt? C'est aussi une question que l'on peut se poser. Est-ce qu'il va tenir son pic de forme encore pendant 3 semaines alors que certains vont progresser? Rodrigo l'a dit, hein, le Tour commence à l'étape 11, je pense, 11 ou 12 10 peut-être. Après tout. Et donc, il faut rester vigilant jusque-là. Mais dire aujourd'hui que Pogačar part vainqueur parce que il a été dominant au Dauphiné sur une épreuve de 3 semaines. Moi, je dis non. Je pense qu'on peut ajouter 5 ou 6 autres candidats qui pourraient profiter d'une faiblesse de Pogačar. Mais vous ne nous dites pas ça pour rassurer les détracteurs de Pogačar et se dire il y aura du suspense, je vous garantis qu'il y aura du suspense. La peur du grand public, Gérard, c'est qu'il n'y ait pas de suspense sur ce Tour de France. J'aime beaucoup Urska et je ne suis pas marié à Tadej, donc je ne dis pas ça pour maintenir le suspense. Je pense que, oui,
Pas la première étape, mais si on se met en tête de tout casser le jour de l'arrivée à Boulogne, avec l'arrivée à Boulogne, on peut éventuellement aller chercher le maillot jaune. Mais est-ce qu'ils ont intérêt à faire ça? Non, évidemment. Mais moi, je pense qu'on ne peut jamais dire que quelqu'un est vainqueur la veille du départ d'un Tour de 3 semaines, avec les difficultés qu'on va avoir, parce que c'est finalement la dernière semaine du Tour, c'est très très dur, et là on peut avoir ce qu'on a eu au Dauphiné, lors du chrono, un chrono qui n'était pas top et où il perd pas mal de temps. J'ai lu quelque part en parlant du chrono qu'il avait changé sa position pour être un peu plus aérodynamique, mais que finalement ça n'a pas été, au contraire, et du coup là il a de nouveau changé, mais c'est vrai que le deuxième chrono va être pour moi important, en tout cas dans ce Tour de France. Mais vous avez commenté le Dauphiné sur la RTBF, Rodrigo. En suivant cette course et surtout l'intégralité de la course, on a cette impression qu'un Vingegaard n'était pas encore, c'est clair, à son maximum. Et ce que vient de dire Gérard, tout pourrait se jouer dans la dernière semaine très montagneuse pour aussi jouer à l'avantage d'un Vingegaard qui a un pic de forme peut-être un peu décalé par rapport à Pogačar. Alors, 3 choses. 1, la maladie, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça, c'était même au meilleur. 2, le pic de forme, ça n'y croit pas du tout. Parce que c'est exactement quand on disait, quand il est arrivé et qu'il a surclassé les 2 étapes reines du Tour des Émirats Arabes au mois de février, on s'est dit, il ne va pas tenir jusqu'à Liège-Bastogne, le programme qu'il a. Bon, on a eu la réponse. Hein. Il est à 100% depuis le début de saison. On avait cru qu'à l'Amstel Gold Race qu'il était en train de descendre, et puis on a vu la flèche, on a vu Liège, ok. Puis il revient, on ne sait pas d'où. Hein, il s'est préparé, en tout cas, voilà. Et la façon dont il a gagné le Dauphiné, écoutez, si on se base sur ce qu'on a vu sur le Dauphiné, pour moi, les choses sont claires. Le Tour, il peut être fini à Hautacam. Hein. Si on n'a pas attaqué Pogačar avant, on a un terrain de jeu extraordinaire avant, pendant les 9 premières étapes. Un terrain de jeu où Pogačar, entendons-nous bien, se débrouille très bien. Il l'a prouvé. Mais où je reste quand même convaincu que Van Aert, Kampenaerts, Benoot, Affini, c'est plus fort que Sivakov, Soler, Yates. Il faut l'attaquer là. Et je ne dis pas que ça va marcher. Mais si vous arrivez à Hautacam et qu'il est à égalité avec les autres, voire avec peut-être quelques secondes, parce qu'à Mur de Bretagne ou avant cela à Laval, Pogačar, c'est le genre va faire un sprint, va prendre quelques secondes de bonus. Ouais. On sait que si on peut lui prendre du temps, c'est dans les 9 premières semaines, c'est dans les 9 premiers jours, dont le chrono, où on sait que Remco Evenepoel lui est supérieur, et où on a quand même vu au Dauphiné que Vingegaard pouvait lui être supérieur aussi. Donc si on n'a pas pris de l'avance sur Pogačar, pour autant évidemment que ce soit le même Pogačar, que le pic de forme ne change pas, qu'il n'y ait pas de maladie, etc., moi je pense qu'on fait le point à la première journée de repos. Mais ce qu'on a remarqué quand même dans les éditions précédentes, c'est que au-dessus de 2000 mètres, quand Pogačar craque, c'est tout le temps au-dessus de 2000 mètres, un col de 2000 mètres. Et là, les organisateurs se sont quand même chargés, parce qu'on parlait de suspense. Mais je pense que les organisateurs ont rajouté ces difficultés aussi, parce que là, on a quand même, je pense, 3 cols. On passe dessus. Il y a le fameux col de la Lose. Ventoux, la Lose, et c'est là qu'il a... Oui, c'est en 2023, je pense. Ouais. Et là, on a de nouveau ce col-là, le Ventoux, je ne sais plus... 5 arrivés au sommet. 5 arrivés au sommet. Voilà, et quand même, à chaque fois que Pogačar a craqué, c'était au-dessus de 2000 mètres, donc avoir encore... mais il a pu craquer depuis 2 ans. Mais ouais, ça reste. Pogačar, on a vu cette saison aussi qu'il. Et il y a 2 ans, il y avait une raison qu'il craque. Oui, il a sa préparation. Moi, je partage complètement l'avis de Rodrigo. Il faut essayer de mettre le bazar dans la première semaine. Mais le problème, c'est qu'on remarque souvent que, à ce moment-là, les patrons d'équipe et les directeurs sportifs sont souvent frileux avec toute la pression qu'il y a autour du Tour, avec tous les calculs, etc. Il n'y a plus vraiment de place pour se laisser aller à des folies. Mais pourtant, c'est clair que sur ce terrain-là, il y a moyen d'aller embêter Pogačar. Il faudra peut-être essayer 1, 2, 3, 4 fois. Et attention aussi au jeu d'équipe. On en parlera plus tard quand on comparera Emirates et Visma. Mais dans chaque équipe, il y a des lieutenants, sous-lieutenants, et ça peut jouer aussi. Je proposais, j'allais vous proposer de le faire maintenant. Je vous donne juste les compos de chez UAE et de chez Visma, puisque tout le monde ne les a peut-être pas encore en tête. L'équipe Emirates, Pogačar, Almeida, Narvaez, Polit, Sivakov, Soler, Adam Yates et le nouveau champion de Belgique, Tim Wellens. Excite donc, c'est important, l'élément perturbateur Ayuso. Et puis chez Visma, Vingegaard,
a fini. Benoît, Kampenarts, Jorgensen, Kuss, Simon Yates, le frère de l'autre, évidemment, Wout van Aert. Il y a 4 changements chez Visma par rapport à l'an dernier, puisque Tratnik, Laporte, Kelderman et Lehmann, pour des raisons diverses, ne sont pas là. Voilà donc les 2 équipes. Jérôme. Mais il y a beaucoup de similitudes en fait. Il y a 2 gros leaders, Pogacar et Vingegaard. Pour moi, il y a 2 sous-leaders, Almeida et Jorgensen. Et il y a même après derrière les frères Yates en fait. Ce qui est important, c'est qu'on sait que Visma peut jouer, et ils l'ont déjà fait, la tactique de l'équipe, souvenez-vous, au Granon avec Roglic et avec Vingegaard. Mais du côté d'Emirates, dites-moi si je me trompe, mais j'ai encore jamais vu ce scénario-là. Jusqu'ici, on a toujours joué uniquement la carte de Pogacar. Moi, je suis curieux de voir comment l'équipe Emirates va gérer ça. Est-ce qu'ils vont aussi un petit peu rentrer dans ce jeu-là du bluff ou pas? Gérard, vos infos chez UAE? Il y a un leader chez UAE, c'est Tadej Pogacar. Maintenant, s'il arrivait quelque chose à Tadej, on va certainement tenir, je vais dire, en réserve un 2e leader qui doit quand même rester à l'avant du classement général pour sauver la situation. Je vous ai vu discrètement tiquer quand j'ai dit qu'Ayuso, l'élément perturbateur, n'était pas là cette année. C'est la presse. C'est la presse. Je vais trop loin. Que Ayuso soit un élément perturbateur. Tout allait bien l'année passée. L'année passée, peut-être qu'il y a eu des petits problèmes, mais ici au Giro, il n'a pas été du tout perturbateur. Il a accepté, dans une certaine mesure, d'aider Del Toro, et il a quitté le Giro avec un œil fermé. C'est pas simple de terminer sur une jambe. Je dis c'est pas simple parce que on sait que Deli a gagné une course sur une jambe, mais avec un œil fermé, c'est compliqué aussi. Alors effectivement, le gars, Ayuso, il a un caractère, mais dans le cadre du Giro, ce qu'une certaine presse a voulu monter en épingle pour mettre la zizanie dans l'équipe, je pense que c'est exagéré. Il ne vaut pas mieux Almeida qu'Ayuso? Il vaut mieux avoir les 2? Moi, je préfère Almeida, mais ça, c'est une préférence particulière qui n'a rien du tout à voir avec je vais dire, des oppositions au sein de l'équipe, etc. Je pense que dans un certain nombre d'attitudes, Ayuso peut paraître un type, je vais dire, bizarre, peu soutenu par l'équipe, etc. Mais c'est aussi, si vous le voyez dans le bus, c'est le gars qui est dans un coin qui ne dit pas grand-chose. Et donc, il a un naturel introverti. Il a un naturel introverti, discret, effectivement, et peut-être que ça le défavorise. Donc Ayuso ne sera pas là, on ne va pas faire l'émission sur Ayuso, mais c'est intéressant évidemment d'entendre l'avis sur son absence. Que Ayuso, on l'a monté à un certain moment en épingle en disant c'est le futur Pogacar et qu'il manque quelque chose. Hein. Oui, à un moment donné, on a dit clairement, voilà, ce sera lui. Et d'autres sont apparus depuis. Hein. Ouais. Mais bon, l'équipe UAE sera aussi forte. Je pense que l'équipe Visma, non, je suis certain, l'équipe Visma sera plus forte que l'année passée, parce qu'il y avait aussi Kuss qui n'était pas là, faut pas l'oublier. Jorgensen a plus d'expérience, l'arrivée de Yates, c'est un vrai plus. Le facteur Van Aert. Alors, le Tour, c'est pas le Giro, mais on peut quand même rappeler que sans Wout van Aert, Vingegaard, c'est lui qui l'a dit, n'aurait pas gagné le Tour 2023. Roglic n'aurait pas gagné Paris-Nice. Laporte n'aurait sans doute pas gagné un Grand Prix non plus. Non, mais à un moment donné, et Yates n'aurait pas gagné. Ça fait quand même beaucoup. Et moi, je voudrais vraiment rendre hommage à Van Aert, parce que pour moi, et le Tour de France nous apportera d'autres images, mais depuis le début de la saison, la plus belle image, c'est une image qu'on n'a jamais montrée. C'est dans le col des Finestres, et c'est la montée incroyable qu'a fait Van Aert, parce qu'il passe 4e au sommet, dans un col qui est peut-être le col le plus difficile qu'il y avait sur le Tour d'Italie. Et jamais on a montré l'image de Van Aert, parce qu'il n'était pas question de basculer, d'être repris 2 kilomètres avant le sommet, sinon il ne servait à rien. Il s'est mis dans le rouge, c'est incroyable. Alors après, c'est vrai que les 2 autres se sont regardés, mais l'écart qu'il a creusé, ce qu'a fait ce Van Aert-là, ça peut être l'élément qui, non pas nécessairement va battre Pogacar, mais va pouvoir compenser la petite différence qu'il semblait y avoir quand même au Dauphiné entre les deux. Et dernier élément, moi je continue à dire que si vous mettez Pogacar chez Lotto, Pogacar peut gagner le Tour de France. Hein. C'est que mon avis, mais voilà. Mais regardez quand même ce qui s'est passé dans les 2 dernières grandes épreuves à étapes. Hein. Le Giro, tactiquement, UAE doit encore m'expliquer ce qu'ils ont fichu. Hein.
sur le Tour de Suisse, c'est parce que l'opposition n'était pas fantastique, avec tout le respect que j'ai pour Vauclin, et parce qu'Almeida a dû faire une remontada sur une erreur tactique monumentale le premier jour. Ouais. Donc, il faut quand même qu'on réfléchisse un peu à ça. Moi, je pense que Pogačar peut être battu tactiquement. Je ne dis pas qu'il va l'être, et à condition de rouler de manière intelligente. Il y a une faiblesse au niveau tactique parfois dans la prise de décision du aller, parce que aussi, qui décide, c'est Pogačar. Hein. Oui, justement. Et est-ce qu'il est capable, ou est-ce qu'il aura envie, comme il l'a fait, souvenez-vous, sur une étape qui partait de Binche à Longwy, où il avait sprinté, devancé tous les sprinters punchers. Est-ce qu'il aura envie de faire ça à Boulogne? Est-ce qu'il aura envie de faire ça à Rouen, à Mur de Bretagne, d'aller déjà chercher ce fameux maillot? Il y aura eu le chrono entre les deux, mais il peut aussi, lui, tout faire péter s'il veut. À un moment donné, il a aussi ce côté, il aime bien montrer qu'il est fort aux autres. Hein. Donc je pense que dans la première semaine, il va le faire sentir à un moment donné. 10 jours sans Pogačar, ça me paraît beaucoup. C'est ça, c'est trop long. C'est trop long. Et puis, comme disait Rodrigo, la tactique va être importante. Et je vais revenir avec cet exemple du col du Granon. Mais ce jour-là, en fait, Pogačar était fort. Mais à force de montrer qu'il était trop fort, il a fait trop d'efforts. Et il s'est piégé lui-même. Et je pense, moi, que Visma va rejouer sur ça. Que Pogačar ne se retrouve pas sur le Tour de France, un peu dans un copier-coller de ce que Remco Evenepoel a fait dimanche au championnat de Belgique. Exact. Hein. Attention. Ouais. Dernière chose par rapport à Pogačar, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant le Dauphiné notamment. Il y a eu deux moments où il s'est pris quelques coups sur la cafetière, même s'il les gère plutôt bien. C'est quand il a terminé cette étape, dit-il, en roue libre d'écrassage, alors que Vingegaard derrière lui semblait en souffrance. Et puis il y a eu d'autres moments, et notamment lorsqu'il a dit: moi je veux pas gagner d'étape, je veux pas gagner la 100e sur le Dauphiné, mais la gagner sur le Tour de France. Ce côté je choisis ce que je gagne, ce que je ne gagne pas. Dans les deux cas, quand il dit qu'il a accéléré pour voir l'arrivée de sa compagne. Aussi, troisième chose. Comment c'est, d'après vous, qui avez des oreilles dans le peloton Cameron, vu par le reste de la concurrence, des coureurs, est-ce que ça peut énerver les autres coureurs? Je ne parle pas des médias ou du public, mais les autres coureurs. Tim, non, en tout cas. J'entends juste ce qui se dit à la maison, donc non. Et moi, personnellement, je ne perçois pas ça comme de l'arrogance, en tout cas. C'est vrai que quand on est si fort, ça peut être perçu comme de l'arrogance, mais pour moi, non. Vous n'allez certainement pas être du même avis que moi, je pense. Mais non, pour moi, c'est pas de l'arrogance. C'est quand on est si fort et qu'on peut tout gagner, et quand il a facile comme lui, je pense que c'est normal. Et puis, c'est un peu sa manière, par exemple, avec Urska, pour dire qu'il veut voir l'arrivée, c'est un peu sa manière de blaguer. Il n'est pas très sérieux. C'est une déclaration d'amour, en fait. Voilà, c'est beau. J'aimerais bien que Tim dise la même chose. Je vais essayer de gagner le plus vite possible pour voir l'arrivée de la course de Cameron. Vous refaites de la course à pied à un bon niveau. Qui d'autre sur le podium? Alors, attention, en partant du principe, qui ne tiendra peut-être pas, mais que Pogačar et Vingegaard seront les premiers et les deuxièmes. Je ne sais trop dans quel ordre. On va prendre ce principe-là pour continuer le débat. Qui d'autre est là? Il y a du beau monde, même si à l'heure de l'enregistrement, on n'a pas encore toutes les compositions d'équipe. Mais Evenepoel, évidemment. Roglic, Gall, Skelmos, Buchmann, Mas, Rodriguez, Vauclin, Onley, O'Connor, Buitrago, Storer. Là, je vais très loin dans la liste, mais ce sont des gars qui, en montagne, peuvent vraiment s'illustrer et se positionner dans un top 10, dans un top 5, voire, selon les circonstances, dans un podium. Alors, qui derrière, on repart de ce principe-là, qui derrière Pogačar et Vingegaard sur le podium? Qui commence? Ouais, si tout se passe normalement, ça peut être que Remco ou un équipier de Pogačar ou Vingegaard, pour moi. Et je pense que pour Remco... Je ne les ai pas cités, évidemment. Ouais, les équipiers de Pogačar. Ce sont ces coureurs-là qui seront les plus dangereux pour le podium. Ouais. Mais en même temps, tactiquement, ça va être compliqué, parce que il va pas pouvoir aller derrière toutes les attaques de Jorgensen, toutes les attaques de Simon Yates, d'Adam Yates, de Almeida. Donc là, il va être un peu coincé. Et c'est ça qui va être compliqué, qu'il va falloir gérer, je pense, pour Remco. En tout cas, je pense qu'il va plus avoir le regard sur ces coureurs-là que sur les autres qui sont leaders uniques dans leur équipe. Mais donc, il y aurait une course dans la course. Est-ce que Remco, rapidement, on verra évidemment au moment d'aborder les montagnes le classement général, mais pourrait se focaliser sur ce qu'il y a derrière lui et non pas sur le duo Vingegaard-Pogačar? Je pense que ce serait une erreur.
si on part au Tour avec la volonté de faire une place, de monter sur le podium, il faut au maximum suivre les 2 premiers et essayer tactiquement, Rodrigo l'a dit dans la première semaine, de prendre du temps. Je pense que on l'a vu, hein, il est vraiment contre la montre, c'est presque la perfection, il est intouchable et je ne vois pas la pression du Tour qui peut changer quelque chose à cela. Maintenant, se concentrer simplement sur assurer une 3e place, je pense que c'est pas dans la mentalité du gaillard non plus. Hein. Il veut plus, et il a peut-être l'occasion d'aller chercher plus, puisque par rapport au Dauphiné, il y a quand même eu encore un stage qui s'est ajouté à cela. On sait que il n'était pas le plus favorisé en travail à cause de son accident en arrivant au Dauphiné, donc ça peut être plus. Mais moi, je voudrais voir d'autres coureurs aussi, un type comme Lipovic, par exemple. Ça me ferait plaisir de le voir dans la montagne, au niveau des autres, et je regrette vraiment que Carapaz ne soit pas là. Alors il m'a énervé vraiment au Giro, évidemment, parce que cette bête querelle pour être le meilleur des Sud-Américains, je trouve ça ridicule, aussi bien de la part de Carapaz que de Del Toro d'ailleurs, mais très, très franchement, on peut pas se limiter à un duel. J'aimerais qu'il y ait 5-6 coureurs qui soient capables au plus haut niveau de résister dans la montagne. Le problème de Lipovic, c'est qu'il va être un peu juste contre la montre. Oui, et puis qu'il doit encore cohabiter quand même avec Primož Roglič, qui sur papier au moment de débuter le Tour sera il est sur la pente. Roglič est sur la pente descendante. Voilà, sur papier au moment de débattre. Déjà avant de faire du vélo. Hein. Ben oui. Vous savez, la dernière fois que Roglič a terminé un Tour de France, c'était en 2020. Hein. La dernière fois qu'il a terminé, qu'il a terminé le Tour. Enfin, il partira quand même avec le dossard numéro 1. Dans son équipe, ça reste Roglič. Il reste sur 3 abandons. Ça reste quand même un gars qui a gagné les grands tours, ce que personne d'autre n'a fait dans son équipe. Donc, on a souvent même un leader avec un gars derrière qui pousse. Souvenez-vous, quand Duren gagne le Tour la première fois, c'était Delgado qui avait le 1 dans l'équipe. Compte tenu du fait que Rodriguez, s'il n'a pas amélioré énormément son niveau par rapport au Dauphiné, n'est plus vraiment un adversaire. Le Rodriguez du Dauphiné, c'est beaucoup plus faible que le Rodriguez de l'année dernière, il y a 2 ans. Roglič reste sur le papier l'adversaire numéro 1 de Remco Evenepoel. Maintenant, c'est vrai que peut-être que si on les met dans d'autres équipes, les 3 les plus dangereux, ce sont des numéros 2. Jérôme l'a dit, c'est Jorgenson, c'est Almeida, et c'est peut-être même Lipovic, c'est clair. Mais regardez quand même, quand vous voyez la composition des équipes, c'est une preuve de résignation de tous les adversaires de Vingegaard et de Pogačar. Même chez Roglič, où on avait dit qu'on allait mettre toute une équipe autour de lui, toute une équipe de grimpeurs, on en met 5, allez 4,5 parce que Moscon peut aider un peu dans la montagne. Donc on n'y croit pas en la victoire de Roglič. Sorry, on ne croit pas en la victoire de Remco Evenepoel. Moi, je suis le premier à me réjouir de la présence de Tim Merlier, il le mérite. C'est le meilleur sprinter du monde, dans la meilleure course du monde. Mais quand on met Merlier et Van Lerberg, c'est qu'on ne croit pas en la victoire de Remco Evenepoel dans le Tour de France. Mais ils sont censés être là pour aussi protéger Remco Evenepoel sur les 10 premiers jours. Si Merlier est chez UAE, il n'est jamais sélectionné. Okay. On est d'accord ? Donc, tant mieux pour nous, pour la Belgique, c'est comme ça. Mais déjà dans la sélection, on a compris, sauf miracle ou collision frontale, ce qui n'est pas facile quand même en vélo, des 2, ben, voilà, on a 2 gars qui sont au-dessus, et puis peut-être Remco un peu au-dessus. Mais comment Remco va réagir, lui ? Imaginez, bon, il a le maillot jaune à Caen, il le garde. À Hautacam, il se prend 3 minutes. Il se rend compte que plus ça va monter, c'est une supposition, que comme au Dauphiné, il ne pourra pas suivre les autres. Est-ce que Remco va avoir envie de faire un 2e tour à nouveau contre nature ? Parce que Remco l'a encore montré au championnat de Belgique, rouler 3 semaines avec le frein à main, heureusement qu'il y a les chronos, hein, parce qu'il ne supporte pas. Donc, à un moment donné, est-ce que Remco va pas se dire, ben moi, dans l'étape là qui va vers Luchon, Super Bannière, ben, tant qu'à être peut-être même pas 3e et 4e, est-ce que je vais pas me dire, je me prends 10-12 minutes en mode Cyril Saugrin évoqué, votre consultant sur le Dauphiné. C'est pour ça que je parle au nom de Cyril. C'était une option. Il n'y a que Remco qui peut décider. Nous, on doit la mettre sur la table, l'option Vuelta, et alors à un moment donné se dire, moi je vais aller chercher un maillot à poids, et on me laissera quand même partir si je suis à 20 minutes, et je peux peut-être gagner 2 ou 3 étapes.
Quoique avec Pogacar... Ça, c'est un scénario. Voilà. Pogacar n'était pas sur cette Vuelta-là. Hein. Évidemment, Evenepoel, il rêve de gagner un jour le Tour de France. Il rêve de porter le maillot jaune, c'est possible ici. Mais il a aussi dans le coin de la tête, je pense, l'envie de gagner une étape de montagne sur le Tour. Il n'a pas réussi l'année dernière. Et c'est vrai que s'il veut gagner une étape de montagne pour l'instant, il doit sortir de sa roue Vingegaard et Pogacar, il n'a encore jamais réussi à le faire. Donc il faudrait perdre du temps. Mais qu'est-ce qui est mieux, hein? Je ne sais pas s'il y a un mieux ou un pire, mais rester troisième pour la deuxième année de suite du Tour de France ou gagner une étape de montagne. Moi, je ne suis pas coureur pro. Je ne sais pas si je pouvais choisir. Je pense que c'est lui qui peut-être qui décidera. On sera vite fixé. Cameron, sans trahir de secret, chez Soudal Quick-Step, on disait, Rodrigo, en analysant l'équipe, nous dit, tiens, on ne doit sans doute pas croire à la victoire de Remco Evenepoel. Est-ce que on croit à la victoire de Remco Evenepoel chez Soudal Quick-Step? La victoire finale. Oui, mais elle ne va pas dire... Enfin, ce serait dommage, en tant qu'équipe, avec un leader pareil, de ne pas croire aux chances de son leader, d'un champion comme ça. Ce serait contre nature. Et est-ce qu'on a demandé à Tim Merlier, à Bert van Lerberg de bosser aussi? J'imagine que c'est le cas pour Remco, selon les circonstances. Oui, c'est écrit, c'est validé, c'est signé. Selon les circonstances, ils feront leur possible, en tout cas pour l'équipe, pour Remco, et Tim et se rend bien compte de la chance qu'il a de pouvoir aller au Tour aussi. Et donc voilà, il prend tout ce qu'il y a à prendre. Dans une étape comme Mur de Bretagne, par exemple, c'est clair que Tim Merlier ne sprintera pas au sommet. Dans ce genre d'étape-là, il y aura du boulot à faire dans le début de l'étape. Pour le positionnement de... Et on ne va pas mettre en doute. Et le professionnalisme des deux coureurs que vous venez de citer, là, évidemment, et peut-être aussi dans la montagne, dans la vallée, avant un col, etc. Ce sont quand même, on parle quand même de coureurs avec une énorme expérience, très, très, très utile aussi pour, à un moment donné, ce sera nécessaire, calmer, rassurer Remco. Qu'on le veuille ou non, à moins d'avoir un Schachmann ressuscité, quand il y aura 30 coureurs, il sera tout seul. Dans le deuxième ou dans le troisième col. Rappelez-vous, juste en 2014, et on sait que la maladie et la chute peut toucher tous les coureurs, Nibali gagne le Tour, alors que Froome et Contador étaient encore au départ et étaient les favoris. Donc, selon les circonstances, c'est un exemple parmi d'autres dans l'histoire du Tour de France, il y en a pas mal, mais... qu'il croit en ses chances, notre ami Remco. Il y a les autres Belges au départ, et il y en a un paquet, et le premier, on l'a déjà évoqué, mais on va aller un peu plus en profondeur, c'est Wout van Aert, qui est là évidemment pour bosser pour Jonas Vingegaard, mais sur la première semaine, est-ce que le Van Aert d'aujourd'hui, le Van Aert de 2025 peut encore aller titiller les autres punchers de classe mondiale qui seront sur le Tour, Jérôme? De ce qu'on a vu depuis le début de saison, non. Surtout vu les noms qui seront alignés sur ce Tour. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il sera surtout en mission pour l'équipe. Tout dépend de l'équipe, en fait, de ce qu'elle a décidé de faire avec lui, s'il peut saisir sa chance ou non. Je disais tout à l'heure, il ne participera sans doute pas au premier sprint à Lille. Par contre, Boulogne, pas Mur de Bretagne, mais Vire, Rouen, ce sont des étapes qui peuvent lui convenir. En tout cas, le grand Van Aert. Il le fera probablement à la sensation. Maintenant, vous savez, quand ces dernières années, on a tellement travaillé, et il a travaillé tellement aussi en stage, en altitude, pour réaliser des exploits comme celui qu'il a fait au Giro, ce genre de travail-là, de fond, ne vous fait pas devenir plus explosif. Hein. Non. Il faut quand même être clair. Et donc, si on fait il y a eu cette étape extraordinaire avec les 2 passages du Mont Ventoux, mais si on fait l'inventaire des 9 victoires de Wout van Aert sur le Tour de France, la majorité, c'est soit un chrono, où il est plus au niveau de Remco et de Ghana, on est d'accord, il ne peut plus envisager objectivement de gagner un chrono, et au sprint. Et aujourd'hui, avec les 3, 4, 5 gars qu'on vient de citer, en battre un, en un contre un, il peut le faire. Les battre tous les 3 et 4, il faudrait vraiment des circonstances atténuantes. Alors, je sais pas. La seule chose dont je suis certain, c'est que, même si parfois je doute de la stratégie générale de l'équipe Emirates, il y a une chose qu'on va pas laisser faire. Hein. C'est de refaire le coup du Giro. Hein. Parce que là, ils ont quand même été prévenus une fois. Si Van Aert laisser Van Aert avec 10 ou 12 minutes d'avance dans une étape des Pyrénées ou des Alpes, ça... Mais il a une qualité... Mais il va essayer de le faire. Il peut le faire. Et ça peut être l'élément... moi, je vais dire sincèrement, et je peux me tromper, je
pense que Pogačar, au meilleur niveau, est intouchable, au niveau qu'on a vu cette année, même pour Vingegaard. Maintenant, sans Van Aert, je donne aucune chance à Vingegaard de gagner le Tour. Avec Van Aert, le profil Van Aert est peut-être le profil de coureur qu'Emirates n'a pas dans son équipe. Voilà. Quelqu'un qui peut vraiment se mettre à plat ventre, exploser. Il l'a déjà fait à de nombreuses reprises. Il n'y a peut-être pas ça chez UAE. Il n'y a certainement pas ça. Il n'y a pas la mentalité d'une équipe néerlandaise. Et vous savez que les Néerlandais, je vais encore m'attirer plein d'amis, calculent beaucoup. Et justement, Wout van Aert, c'est le gars avec lequel on peut calculer. On peut jouer un coup tactique, ils l'ont fait. Il réessayera de le faire et il a cette mentalité, effectivement, de pouvoir offrir quelque chose à ses leaders. Il ne l'est plus aujourd'hui et il peut aussi, à un certain moment, on peut, dans une étape qui est peut-être moins importante, lui donner un billet de sortie et là se retrouver dans un petit groupe. Il est quand même encore rapide au sprint et à la gagner une étape, mais je pense que les contre-la-montre, il va les faire complètement dedans parce que ce sont des épreuves, évidemment, où vous laissez beaucoup de force et où vous payez dans les 2 jours qui suivent si vous n'avez pas une condition extraordinaire. Maintenant, quelle sera sa condition après la gastro-entérite de la famille du week-end? Un peu diplomatique. Et puis parce qu'il a pu rouler depuis le Giro aussi. Ben oui, aussi. C'est difficile de savoir où il en est. Il y a eu du stage. Et il est sorti très fort du Giro. Oui. Donc, Un petit mot sur Thibaut Nys. Vous l'aimez bien, Cameron? On attend quoi de Thibaut sur ce premier tour? C'est son premier tour, donc je pense qu'on ne doit pas... Il est là pour l'expérience. Puis il ne faut pas oublier aussi que les arrivées qui lui conviennent le mieux conviennent aussi à des gars comme Mathieu Van Der Poel, Pogačar, même Van Aert. Donc je pense que... Par contre, au sein de son équipe Lidl Trek, sur ces étapes-là, on jouera à la carte Thibaut Nys. C'est important de prendre le départ du Tour avec... alors ça peut être un surplus de pression, mais il commence à la gérer, la pression. Aussi, hein, oui, mais qui visera peut-être aussi le classement général, qui ne prendra pas tous les risques. Je pense que c'est motivant pour lui. Au vu de comment il est, de comment il roule, sa personnalité, ça doit être motivant pour lui de pouvoir en tout cas essayer sa chance. Mais je pense qu'il doit y aller sans pression, que c'est son premier grand tour, le finir, prendre l'expérience et faire son maximum dans les étapes. Et c'est un peu plus facile, je mets des guillemets pour lui, finalement, d'être sur un tour où il y a un Remco Evenepoel qui aura toute la lumière, un Tim Merlier, un Philipsen qui porteront peut-être le maillot jaune sur les premiers jours. Un peu plus discret, on est moins focus sur Nys. Oui, mais enfin, côté francophone peut-être. Le tour est suffisamment grand que pour aller mettre la lumière sur Thibaut Nys et en parler dans la presse, surtout côté néerlandophone. Mais quand on fait une télé-réalité sur la famille et qu'on commence à mettre des caméras dans votre maison quand vous avez 5 ans... Il est déjà trop bien installé dans les médias. Mais ce qui va être intéressant pour lui, comme le dit Cameron, c'est de se mesurer aux grands coureurs, aux top coureurs sur des profils qui sont les siens, parce que oui, il a gagné beaucoup de courses, mais il a rarement gagné des courses où, la concurrence où les Van Der Poel, les Pogačar, etc. étaient là. Donc, il faut le voir comme un test, je pense, pour lui. Ouais. J'ai un troisième nom à vous donner, et celui-là, on a vraiment envie d'en parler, parce qu'il reste un gros point d'interrogation, c'est Arnaud Delis. Gérard. La bonne nouvelle, c'est qu'il va au Tour. Bonne ou pas bonne, mais c'est en tout cas la bonne surprise. Je pense que le but de le mettre au Tour, c'est de le remettre... je vais dire, dans le rythme véritablement, après un Tour de Suisse qui n'a quand même pas été très facile, un championnat de Belgique où les circonstances ont fait qu'on ne l'a pas vu beaucoup, il y en a d'autres qu'on n'a pas vu, donc on ne peut pas le qualifier ou avoir une idée de sa forme ici. Imaginez qu'il soit bien placé dans le sprint à Lille et qu'il gagne. Ça reste un sprinter. Quand il voit la ligne d'arrivée, les sprinters, ce ne sont plus les mêmes hommes. Hein, ils changent complètement. Moi, j'ai eu un Tom Stales qui n'était plus le Tom Stales qu'on avait connu. Et pourtant, dans les sprints, il changeait complètement. Il a gagné au Tour de Belgique. Il a été champion de Belgique. Ça peut arriver aussi l'année où il gagne 5 étapes, on ne l'avait pas vu venir. Hein. Non, absolument. Donc, ce sont des sprints. Les vrais sprinters sont comme ça. Je pense qu'Arnaud, s'il veut se remettre en route, a besoin de finir ce Tour. Ça, c'est clair. Mais s'il veut gagner une étape, il doit gagner dans les premières étapes. Clairement. Et puis, moi, je vous avoue franchement qu'il y a des mois que je n'ai plus l'occasion ni de le croiser, ni de lui parler. Mais juste avant la saison, il était très, très motivé pour cette saison. Et j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé pour que brutalement, tout dégringole, en fait.
J'ai eu l'impression que Arnaud a vécu en dehors de son équipe, avec un entourage qu'il avait choisi et qui peut-être ne convient pas. Et j'ai du mal à comprendre, et on en a discuté après le championnat de Belgique avec différents managers d'équipe et directeurs sportifs qui disent « Nous, on n'a plus rien à dire aux coureurs. Ce sont les coureurs qui décident. Et si c'est la vérité que ce sont les coureurs qui décident, ben je suis content de ne plus être là. » Du moins les leaders qui décident. Oui, les leaders qui décident, voilà. Et j'espère évidemment qu'Arnaud Delis puisse se montrer dans les premières étapes et aller jusqu'au bout du tour et qu'il retrouve toutes ses sensations, parce que c'est même beaucoup plus qu'un sprinter, hein. On ne va pas évidemment revenir sur tout ce qu'a vécu Arnaud Delis sur le printemps, mais en effet, on va se réjouir et croiser les doigts pour lui sur ce Tour de France. J'ai un dernier nom, Rodrigo. Je disais qu'Avron aime bien Thibaut, je l'ai fait réagir sur Thibaut. Vous aimez bien Lennert Van Eetvelt, premier Tour de France pour Lennert. Oui. Alors attention, hein. J'aime bien Neis aussi, hein. Pardon. J'aime beaucoup le profil de Neis. Oui, voilà, mais Alain Van Eetvelt, premier Tour de France, un gars qui ne va pas jouer le top 10 ou le top 5, ça sera sans doute pas son obsession sur le Tour, mais il peut jouer placé sur un classement général et il peut évidemment, dans une étape de montagne, se retrouver dans la bonne échappée. Alors je pense que ce serait une erreur de jouer le classement général. Et il a dit, je pense qu'il va pour les étapes et pas pour le classement général. Je pense vraiment que ce serait une erreur. Maintenant, bon, il est tombé dimanche. Je crois pas que physiquement, selon les dernières nouvelles qu'on a au moment où on enregistre, ce soit trop problématique, mais comment ça se passe dans sa tête? C'est un garçon qui marche beaucoup à la confiance, mais en qualité, souvenez-vous du Tour de Lombardie, de ce qu'on a pu voir parfois. Je pense que parmi tous les coureurs qui seront alignés sur le Tour de France, les Belges, après Remco Evenepoel, c'est sur le papier celui qui grimpe le mieux. Donc, moi, je pense que c'est très intéressant d'avoir Van Eetvelt, mais il faut voir comment aussi ce garçon, qui fait partie des coureurs qui tombent, il faudra passer les 10 premiers jours aussi. Hein. Voilà. C'est pour beaucoup, mais pour ce profil-là, voilà. Et alors, s'il passe, je pense que c'est un gars qui a déjà montré qu'il pouvait tenir 3 semaines, et c'est un réel talent, mais qu'il faut pouvoir gérer au quotidien. C'est quelqu'un qui ne communique pas facilement, et il est très difficile de le ressentir, de le percevoir, de savoir ce qu'il y a au fond de lui-même. Voilà, quand on entend Remco Evenepoel à l'interview, on sait. Si ça ne va pas. Lennert, c'est pas facile à percer comme Carapace. Donc voilà, une belle découverte. Il ne sera pas là, hein. Carapace. Rodrigo avait suivi. Et pour l'anecdote, lors de la présentation de l'équipe Lotto en début de saison, j'ai eu l'occasion de discuter avec et d'interviewer Lennert Van Eetvelt. Et dans la discussion, puisqu'il ne parle que néerlandais aux médias, j'ai osé lui poser malgré tout en faisant l'interview en néerlandais, terminer l'interview en français. Il m'a répondu. Il s'est bien débrouillé dans les réponses. C'est plutôt une peur de parler en français. Et je lui ai modestement donné ce conseil sur le Tour de France. On verra s'il l'applique quand Jérôme ira avec son micro, mais de notamment ne pas avoir peur sur un Tour de France avec les médias francophones, français mais belges aussi, de s'exprimer et de gagner aussi en capital sympathie. Et ça peut aider, je pense, sur un premier Tour de France, Jérôme. Oui, mais j'ai un avis partagé sur ça, parce qu'il faut quand même se mettre un peu à la place des coureurs, en plus sur un Tour de France où ce qu'on dit est souvent repris par plusieurs médias. Si c'est mal dit, ça peut être mal. Il faut vraiment être à l'aise avec la langue. Mais il l'est plus qu'il ne le pense, à l'aise. Vous vous souvenez quand Van Aert, après le chrono du côté de Megève, avait dit je suis le meilleur des deux. Voilà. Tout avait été un petit peu déformé en oubliant que Van Aert ne parlait pas à ce moment-là néerlandais mais français, donc pas dans 50. Donc voilà, il faut être prudent avec ça, et moi je respecte les choix des coureurs par rapport à ça. Philipsen notamment, hein, on sait qu'il se débrouille aussi en français, il préfère ne pas s'exprimer. Lotte Kopecky, voilà. Mais je disais, il sait le faire et il n'était pas contre l'idée. Je pense même qu'il prenait du plaisir à le faire à l'interview. Mais je referme la parenthèse. Pour terminer ce spécial Tour de France, on connaît nos classiques spéciales Tour de France. On va faire un petit prono maillot très rapide. Donc, il ne faut pas se justifier, il ne faut pas expliquer, il ne faut pas nous dire le pourquoi du comment. Je vous donne un maillot et vous me dites, c'est un petit jeu pari prono, hein, qui le portera sur les Champs-Élysées. On va faire le tour dans un sens et puis dans l'autre sens. Le maillot jaune, et vous pouvez dire la même chose que les autres, évidemment. Le maillot jaune, Gérard Bulens. Pogačar. Vingegaard. Pogačar. Et je rajoute Pogačar aussi. Jérôme Elguers prend le risque, on aime ça. Le maillot vert, Cameron.
Van der Poel. Merlier ne finit pas le tour? Si. Mais pas avec le maillot vert. Un peu trop de montagne? Victoire d'étape, ce sera déjà. D'accord. Alors, vous m'avez dit Van der Poel pour le maillot vert. Van der Poel. Van der Poel, s'il en a envie. J'ai peur quand même sur 3 semaines. Je vais quand même ajouter un élément. Les 3/4 des sprints intermédiaires se font en montée, en faux plat montant. S'il en a envie, c'est lui. Mais il va avoir un gros problème au sein de l'équipe, parce qu'ils vont devoir se mettre d'accord. Et pour moi, ce sera Philipsen, maillot vert. Gérard? Mathieu, pour ne pas dire Van der Poel. Moi, je rejoins Rodrigo, je dis Philipsen. Les poids, c'est sans doute le maillot le plus ouvert. Gérard? Pogacar. Bah oui, c'est pas très... Allez, Pogacar. Rodrigo? Pogacar, ou s'il a envie de lâcher d'appuyer sur l'accélérateur, de lâcher le frein à main, Remco Evenepoel. Voilà, je vous sentais venir. Jérôme? Champoussin ou Martinez. Mais pour les qualités de grimpeur, je prends Martinez, mais Lenny Martinez. Mais... Pogacar. Et moi, je vais, comme Jérôme, partir sur du français. C'est un maillot qui a souvent intéressé les Français. Vous avez dit Martinez ou Champoussin? Ouais, j'avais Vauquelin et Alaphilippe. Et tout le monde sait que j'ai un peu d'affection pour Alaphilippe. Donc voilà. Julien Alaphilippe. Et puis, le maillot blanc, le maillot du meilleur jeune. Cameron? Remco. Je réponds pour tout le monde. Non, mais il y a une logique, sachant que Pogacar ne peut plus courir derrière ce maillot et que Vingegaard est encore un peu plus vieux. Evenepoel, oui. Evenepoel, sauf s'il enlève le frein. Et alors, je mets Rodriguez. Gérard? Vous avez dit qu'il fallait être bref, donc Evenepoel. Et je mets aussi, parce qu'on a envie qu'il soit le premier de tous ces jeunes, Remco Evenepoel. Alors, dans l'esprit pépite qu'on avait installé au printemps, je voudrais vous entendre sur un nom, un coureur, jeune, moins jeune, mais qu'on n'attend pas, qui va faire parler de lui, que l'on va voir régulièrement à l'avant, un gars offensif que l'on va peut-être découvrir ou redécouvrir. La pépite. Est-ce qu'on gagne encore un... Rien à gagner. Ça va. Il y a... Tu lui dis au revoir. Pardon. Cameron dit au revoir, merci. Déjà, au revoir, parce qu'il n'y a rien à gagner. Parce qu'il n'y a rien à gagner. Mais le polo, vous l'avez porté quand même. Je fais exprès de perdre. Le beau polo gagné à l'issue du... Oui, je le porte tous les jours. Voilà, parce que en ce qui me concerne, la valise est déjà presque prête avec les polos RTBF, évidemment. Donc Gérard, vous me disiez Romain Grégoire. Oui. Comme pépite, c'est évidemment pas une sotte décision. Oh, merci. Rodrigo. Ça, c'est bien, t'as bien fait de venir. Si c'est pour gagner les étapes, Thibaut Nys. Si c'est pour un classement général, Steph Kras. Ok, deux Belges. On va beaucoup voir Louis Barré. Ouais, coureur d'Intermarché, premier Tour de France. Pas pour un classement général, Non, mais je pense qu'il va tout à fait. Non. Et je crois 6e du championnat de France. Top 10. Il était là, en tout cas, il était bien présent. Louis Barré. Est-ce que Vauquelin ou Van Eetveld sont encore des pépites? Oui, hein. Ouais, je dirais plus Van Eetveld que Vauquelin. Ils n'ont jamais fait top 10 sur un grand tour. Ils n'ont jamais fait top 10 sur un grand tour. Voilà. L'un ou l'autre? Ou les deux? Rodrigo, faut choisir. Deux, hein. Si on gagne pas de... S'il n'y a rien à gagner. S'il y a rien à gagner, je prends les deux. Sinon, Vauquelin. Vauquelin. Allez, je le note. Vauquelin et de mon côté, un peu plus compliqué. J'ai pas réfléchi, en fait. Je vous pose les questions et un petit Martinez, peut-être Lenny Martinez côté français. On le met pour le maillot à poids et je le mets de mon côté pour la pépite surprise, même si on sait de quoi il est capable. Dernière question avant de se quitter. L'étape que vous attendez avec impatience, et il y a de quoi faire vraiment avec des étapes de style différents et des étapes peut-être qui nous réserveront des scénarios insoupçonnés. Cameron, votre étape? Bon, pour ma part, je pense que sans surprise, je vais dire Lille. Parce que, donc, oui, avec Tim, c'est une étape quand même qu'on attend, même si c'est pas forcément, il n'en parle pas tous les jours, mais c'est vrai que c'est une chance unique. C'est une chance unique en tant que sprinter. On en a parlé en début d'émission, que ça fait depuis 2020 qu'on n'a plus eu ça, et c'est une chance unique. Donc voilà. Et puis j'habitais à Ploegstert, c'est pas très loin de Lille, donc voilà, j'attends l'étape de Lille. On va frôler vraiment la région de Ploegstert sans passer la frontière. J'y allais souvent à Lille, donc. Tim pour faire les courses. Pardon? Pour faire les courses. Ah oui. Pour faire... Tim, il pense plus à la première étape ou il pense à ce qu'il va endurer en montagne? Oui, en fait, c'est plus des cauchemars de ce qu'il doit endurer
en montagne plutôt que de me parler tout le temps du maillot jaune, mais il est motivé pour les deux. Jérôme, votre étape? Je vais voir très loin, mais moi, ce qui va se passer à Paris... La 21, hein. Ouais, mais justement, la 21e, ce qui va se passer à Paris m'intéresse vraiment. Franchement, j'ai peur pour les organisateurs que ça fasse un petit peu flop, mais on verra. Mais Ou scandale si un... Oui, à voir, mais il peut se passer beaucoup de choses. Ce serait pas scandaleux de perdre du temps le dernier jour. Non, je dis juste que ça ferait le cas échéant. Rodrigo, vous savez comment va le monde. Mais ce qui est scandale, c'est qu'il n'y ait pas de dernière étape, quoi. Et si on a une? Bah oui. J'espère en tout cas que dès le départ, on pourra avoir des attaques et qu'il n'y aura pas cette espèce de parade comme on voit à chaque fois avec les coupes de champagne, etc. Ah ouais. Mais, donc, la dernière, mais alors la 10e qui arrive au Mont d'Or, là, moi, ça me rend particulièrement nerveux parce qu'il y a là un profil de dingue. J'ai noté 160 km et 4500 mètres de dénivelé positif. C'est la première étape de montagne. Il y a 8 côtes à passer. Je pense que ça peut faire vraiment une très très belle étape. Au sommet du Puy-Sancy, le puy le plus haut, je pense, dans la région. Pour moi, c'est même la plus belle étape de montagne. Mais bon, c'est mon En tout cas, comme elle est dessinée, tout à fait. Rodrigo? Moi, je sais pas répondre à cette question. Franchement, pour moi, chaque étape, c'est au jour le jour. Moi, je trouve que chaque étape est plus belle que l'autre. Elle va nous livrer ses secrets. Moi, donc, j'attendrai comme Cameron en priorité la première. Mais j'aimerais quand même bien qu'il y ait une étape dont on dit ça va vraiment être l'étape nulle, quoi. On va s'ennuyer. Châteauroux. Et qu'il y ait du vent et avoir une belle étape de bordure. Allez, on en reparle à Châteauroux. Où ça puisse aller dans tous les sens. Et ça reste aussi un vrai spectacle cycliste télévisé, pas seulement toutes les beautés des paysages qu'on va voir, mais ça reste ça la course aussi. Et moi j'espère ça. Et on n'a pas parlé de la météo puisqu'on ne la connaît pas à long terme, mais sur les premiers jours du Tour de France, lors de la France, il ne fera pas si bon que ça. Et ça peut être un élément évidemment important avec pas mal de pluie. Gérard, l'étape. Mur de Bretagne pour des souvenirs personnels sur le mur de Bretagne. C'est-à-dire? Il n'en dira pas plus. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai effectivement pas plus. Le spectacle, en tout cas, est toujours présent. Voilà, sur la dernière ascension à Mur de Bretagne, et non pas au Mur de Bretagne. On peut dire de la commune de Mur de Bretagne. Et de mon côté, je suis très impatient. Moi, j'aime beaucoup le Mont Ventoux, évidemment. Le Mont Chauve, ça me correspond. Mais la 4e étape à Rouen est quand même superbement dessinée. Et on devrait s'amuser. Merci Cameron Vandenbroek, Jérôme Elguers, Rodrigo Benkens, Gérard Bulens. Merci Rabat Boussefa, Christian Mazui et Laurent Bruvier en région. On connaît nos classiques à retrouver sur Ovio, YouTube, sur vos plateformes de téléchargement de podcasts. Et ce sera le cas aussi pendant le Tour de France avec un débrief podcast radio quotidien. Et c'est une nouveauté cette année avec un débrief télé. Bref, l'expertise RTBF partout, tout le temps, dès samedi. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est important, à notre grand concours en ligne. On connaît nos classiques, le jeu, l'occasion de vous mettre dans la peau d'un directeur sportif pendant 3 semaines, c'est très marrant. L'occasion également de comparer votre équipe avec l'équipe des journalistes sportifs, des consultants, l'équipe également de quelques coureurs wallons que l'on a contactés, qui nous ont promis de participer. On me dit que l'équipe de Gérard Bulens c'est terrible. N'en dites pas plus, hein, mais on m'a dit qu'elle était terrible. Je la connais déjà, votre équipe. Pour vous inscrire et pour composer votre team, rendez-vous sur notre page web www.rtbf.be/sport. Bravo à Sylvain Rouquet et à toute son équipe pour le travail, pour le boulot. Et je vous dis à très bientôt.